Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Tout au long de cette 5e saison du Podcapsuleur, nous avons navigué en Belgique, ce pays dont la bière est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Au fil de nos différents épisodes, nous avons découvert un peu tous les styles de brasserie, des plus classiques aux plus originales, des plus ancestrales, traditionnelles, voire même patrimoniales, aux plus contemporaines. Nous avons aussi exploré les différents styles de bière spécifiques à la Belgique. Et d'ailleurs, si vous avez loupé tel ou tel épisode, je vous encourage vivement à rattraper votre retard. Saison 5, épisode 12, Jean Van Roy, brasserie Cantillon à Bruxelles. La brasserie Cantillon, c'est aujourd'hui l'un des étendards brassicoles de la Belgique. Fondée en 1900 par Paul Cantillon, elle est désormais gérée par son arrière-petit-fils Jean Van Roy. Elle a connu la belle époque où Bruxelles comptait une centaine de brasseries, époque dont elle est la seule rescapée. Elle aurait pu disparaître dans les années 1960-70 si Jean-Pierre Van Roy, le père de Jean, ne s'était pas obstiné contre vents et marées. Il crée en 1978 le musée bruxellois de la gueuse, transformant la brasserie familiale en musée vivant pour promouvoir la tradition des lambics et des gueuses. Mais la bière ne se vend plus. Puis la roue a tourné, le renouveau brassicole, le phénomène de la craft beer ont regonflé la voile du navire Cantillon, dont la renommée est désormais mondiale. Bonjour, alors je vous souhaite la bienvenue à la brasserie Cantillon. Je suis Jean Van Roy, maître brasseur des lieux et brasseur ici depuis une vingtaine d'années. Jean, cette brasserie, ce sont tes parents qui s'en sont occupés avant toi, et puis ton grand-père, ton arrière-grand-père qui l'a fondée en 1900. Et c'est une brasserie qui a bien failli disparaître. On a failli, dans les années 70, ne plus entendre parler de Cantillon. Oui, malheureusement, dans les années, ça commence dans les années 60, les brasseries traditionnelles fabriquant du lambic, du vrai lambic, non sucré, disparaissaient au profit des brasseries qui tournaient leur veste et qui commençaient à produire des bières sucrées, des bières pasteurisées. Et donc, toutes ces brasseries traditionnelles ont malheureusement disparu les unes après les autres pour faire place à des brasseries plus modernes, entre guillemets. Et Cantillon a subsisté tout simplement parce que deux personnes, Jean-Pierre Van Roy et Claude Cantillon, mes parents, se sont battus pour sauver cette brasserie, et aussi parce que mon père, dans les années 70, en 78 plus précisément, a eu l'idée géniale, mais pourtant toute simple, de transformer cette brasserie en musée vivant. Donc on a ouvert les portes de la brasserie aux visiteurs, et les visites et surtout le fait d'informer les gens par rapport à la bière que l'on faisait, leur expliquer pourquoi cette bière était différente de ce qu'ils avaient l'habitude de boire, a permis à Cantillon de subsister et d'arriver aujourd'hui avec le succès qu'on connaît. Et c'est seulement après la Seconde Guerre mondiale que finalement la brasserie va commencer petit à petit son activité. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire ? Son activité de brasserie, donc la brasserie Cantillon est fondée en 1900, mais en 1900, mon arrière-grand-père, Paul Cantillon, ne brasse pas. Il vient, tout comme mon arrière-grand-mère, sa femme Marie Troch, ils viennent tous les deux d'une famille de brasseurs de lambic, et Paul Cantillon, plutôt que d'installer une brasserie, va s'installer en tant qu'assembleur. Donc il va aller acheter des moûts chez son frère et son beau-frère pour réassembler ces moûts après fermentation et fabriquer ses propres gueuses ou ses propres bières à fruits. Et donc, fin des années 30, son fils Marcel Cantillon et lui décident d'acheter une brasserie d'occasion qu'ils installent, mais malheureusement la guerre arrive très vite, donc ils n'ont pas réellement le temps de commencer à produire. Durant la guerre, pas de moyen de trouver de céréales, il y a des restrictions sur tout ce qui est nourriture et bien évidemment sur la production de bière, et donc on va réellement commencer à produire du lambic ici chez Cantillon avec notre vieux matériel qui date du 19e siècle en cave
pour la saison 45-46. Ouais. Matériel qui n'a pas changé depuis. Matériel qui n'a pas changé depuis, donc on travaille toujours avec la même cuve matière. Une des deux cuves date aussi du 19e, l'autre a été fabriquée pour la brasserie ici en 1937. Le bac refroidissoir est toujours daté du 19e aussi. Et tout ça tourne toujours, uniquement en hiver évidemment, puisqu'on a besoin de températures froides pour pouvoir brasser. Mais tout ça tourne et est ouvert au public. Les gens peuvent venir visiter la brasserie pendant qu'on y travaille. Alors justement, ce matin en arrivant, on a fait une visite de la brasserie. Tu m'as emmené un petit peu partout aux principales étapes de production de ces lambics. Et finalement, ça n'a pas grand-chose à voir avec une brasserie classique. La bière n'a rien à voir avec une bière classique et pour moi c'est tellement logique qu'une brasserie de lambic n'ait rien à voir avec une brasserie classique non plus évidemment. On travaille ici avec du vieux matériel, c'est pas ça qui fait la particularité. On pourrait travailler avec du matériel plus moderne tant qu'on utilise toujours notre bac refroidissoir et que le mou serait toujours ensemencé naturellement avec des levures sauvages de l'air ambiant. La bière serait exactement la même. Mais dans une brasserie de lambic, je crois qu'il y a une âme, il y a une vie. On ressent ça avec les tonneaux, ces fûts qu'on retrouve absolument partout, qui sont gorgés de bière vivante. Je crois que ça se ressent. Et dans une brasserie de lambic, il y a une âme qu'on ne retrouve pas dans une brasserie classique. La particularité aussi de la brasserie Cantillon, c'est qu'elle s'étend sur plusieurs étages. Alors on commence par le rez-de-chaussée, salle de brassage. Elle s'étend sur plusieurs étages parce qu'il faut savoir que la brasserie a été installée dans un bâtiment qui n'était pas fait pour ça au départ. On travaille sur plusieurs étages effectivement, donc on a le rez-de-chaussée qui est dédié à la cuve matière, donc la cuve d'empâtage où on va transformer l'amidon des céréales en sucre. Le premier étage où on se retrouve avec les deux cuves d'ébullition où on va pomper ce mou, où on retrouve aussi le concasseur qui va nous permettre de moudre les céréales qui vont tomber à ce moment-là un étage plus bas dans la cuve matière. Donc on en revient aux deux cuves d'ébullition où on va faire bouillir ce mou avec le houblon, le fameux houblon suranné, et ce mou qui va lui-même redescendre au rez-de-chaussée pour filtrer les fleurs de houblon, pour remonter immédiatement encore un étage plus haut, j'espère que vous me suivez, sur ce fameux bac refroidissoir qui est lui situé de façon tout à fait logique, c'est la même chose dans toutes les brasseries de lambic, au point le plus haut de la brasserie, c'est-à-dire un point qui est très ventilé, et où ce mou va refroidir de façon naturelle à l'air libre durant la nuit d'hiver, une nuit froide, de façon à refroidir de façon optimale et de façon à être ensemencé par quantité de levures et de bactéries sauvages. Oui, c'est ça. Alors, le bac refroidissoir, c'est quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs, en tout cas dans une brasserie classique, ça n'existe pas. C'est un immense bac en cuivre riveté, les différentes parties du bac sont rivetées, il est installé sous les toits, sans isolation, on est en plein courant d'air. Explique-nous le procédé, qu'est-ce qui se passe dans cette salle que les Américains appellent The Chapel ? Oui, c'est là que tout se passe, ce qu'on appelle le miracle du lambic, mais qui n'a rien de miraculeux, puisque c'est tout simplement quelque chose de naturel. Donc le mou est pompé en fin de journée sur ce bac, qui est très vaste, qui fait à peu près un 5 sur 5 et avec une profondeur d'une 30aine de centimètres. Donc ça vous donne une idée, c'est un bac qui est très très vaste et pas très profond, de façon à ce qu'il y ait un maximum de liquide en contact avec l'air, une surface de liquide en contact avec l'air, de façon à subir ce refroidissement naturel. Donc le bac refroidissoir reçoit là un mou à 90 degrés, un mou qui vient de quitter les cuves d'ébullition où il a bouilli pendant 3 à 4 heures de temps. Ce bac refroidissoir, ce cuivre qui peut parfois être glacé, s'il gèle à l'extérieur et qui tout d'un coup reçoit cette masse de liquide bouillant ou presque bouillant, et donc il y a une dilatation absolument invraisemblable, raison pour laquelle tout est riveté, rien n'est soudé pour qu'il y ait une souplesse maximale dans ce bac. Ces 7500 litres de mou vont refroidir de façon tout à fait naturelle pendant toute une nuit. Et le lendemain matin, devoir atteindre la température optimale de 18 à 20 degrés. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on a besoin de température froide, pour avoir une telle baisse de température sur un laps de temps assez court finalement. On parle ici de 14-15 heures approximativement. Donc on a besoin de nuits qui sont situées idéalement aux alentours de 0 degré.
On peut aller à des températures plus douces, on peut monter à des 7, 8, 9 degrés, mais à ce moment-là, avec une météo assez venteuse, de façon à évacuer les vapeurs. On peut aller sur un léger gel aussi, à condition qu'il n'y ait pas trop de vent à ce moment-là. Dans notre pièce du bac refroidissoir, on a des volets des deux côtés du bac, et on joue avec les volets. On les ouvre, on les ferme, on y met des sacs devant, on les ouvre en partie, de façon à, le lendemain matin, essayer d'atteindre cette fameuse température des 18 à 20 degrés. Dans cette pièce, il se passe ce que fuient tous les brasseurs classiques, c'est-à-dire que le mou est exposé à l'air, mais aussi à tout l'environnement microbiologique qui se trouve dans la pièce. Mes confrères vont éviter une chose à partir du moment où leur mou sort des cuves d'ébullition, donc où leur mou a été pasteurisé, a été stérilisé. Ils vont éviter par tous les moyens que ce mou n'entre en contact avec l'air. Tout simplement parce que dans l'air ambiant, il y a des levures, il y a des bactéries, et les brasseurs de bière classiques, aujourd'hui, classique entre guillemets, parce que la bière classique, ça peut être le lambic, puisque c'est celle que tout le monde brassait avant, vont devoir éviter que leur mou n'entre en contact avec l'air, puisque eux vont travailler avec leur propre souche de levure. Et nous, ici, effectivement, c'est tout le contraire. Ce que nos confrères évitent par tous les moyens possibles et imaginables, nous allons le rechercher, puisque nous allons avoir besoin de cet ensemencement naturel par ces levures et ces bactéries. Une fois la nuit passée, le mou est froid, ensemencé par les micro-organismes qui se trouvent dans la pièce, et ensuite... Alors, ce mou est ensemencé par les micro-organismes, comme tu dis très bien, qui se trouvent dans la pièce, puisqu'en fait, le bac refroidissoir, on parle de la fameuse vallée de la Seine et de ces levures présentes uniquement ici. Il est quasiment certain, tout le monde s'accorde aujourd'hui à le dire, que les brasseries de Lambic possèdent chacune leur propre microflore qui donne justement ce goût typique à la bière produite localement. Donc Cantillon a depuis des dizaines et des dizaines d'années que l'on brasse ici, a créé cette microflore tout à fait spécifique. Et donc ces levures et ces bactéries vont ensemencer le mou, et le lendemain matin, ce mou va être mis en fût. Donc on travaille ici uniquement des fûts en bois de seconde main, des fûts qui font, pour la très grosse majorité d'entre eux, entre 400 et 500 litres. On utilise quelques fûts de 220 et des fûts qui vont jusqu'à 650, 700 litres. Très peu de foudres. On a 2 foudres de 2000 litres. Moi, je ne suis pas un grand adepte de ce type de volume pour la fermentation du lambic. Et donc, le mou est mis dans ces tonneaux, va commencer à fermenter, et cette fermentation va donner naissance donc à une bière qu'on va appeler le lambic, qui sera notre bière de base pour fabriquer plus tard toutes les autres gueuses et bières à fruits. Alors là, tu emploies des gros mots. Lambic, gueuse, c'est quoi la différence ? Alors le lambic, comme je l'ai dit, c'est notre bière de base. Donc chaque bière que l'on va brasser ici va s'appeler lambic, excepté pour un brassin par an, l'iris, mais on va l'oublier. Donc le lambic, c'est cette bière qui est fabriquée à base d'un tiers de froment cru, donc non malté, 2 tiers d'orge maltée et ce houblon suranné. Et donc c'est une bière qui va fermenter de façon tout à fait naturelle, de façon tout à fait spontanée. Et il y a quelques années encore, c'était la dernière bière au monde qui était encore issue de cette fermentation naturelle, de cette fermentation spontanée, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, un peu partout dans le monde, les brasseurs ont recommencé à produire des bières de fermentation naturelle, et c'est une très très bonne chose pour ce type de bière. Mais le lambic reste clairement la bière emblématique à ce niveau-là. Et donc, c'est la seule bière que l'on brasse ici, et c'est pour ça que nous sommes ici dans une brasserie de lambic. On ne parle pas, quand on parle de la brasserie Cantillon, d'une brasserie de gueuse, de cric ou de quoi que ce soit. On ne fabrique ici que du lambic, et c'est à base de lambic que l'on va fabriquer plus tard les gueuses ou les bières à fruits. Alors allons-y, c'est quoi une gueuse ? Alors la gueuse est le résultat d'un assemblage de lambic. Le lambic est le résultat d'une fermentation naturelle. Donc la recette est toujours la même, mais l'ensemencement est différent. Le temps qui joue un rôle, le type la température, le type de fût
qu'on va utiliser, et finalement on ne fait jamais précisément la même bière. Et le rôle le plus important du brasseur dans une brasserie comme la nôtre n'est pas de brasser, puisqu'encore une fois on brasse toujours la même chose. Le rôle le plus important, c'est d'assembler ces bières entre elles pour pouvoir commercialiser un produit final qui soit un produit non pas standard, c'est quelque chose qui n'existe pas non plus, mais un produit avec un goût stable, un produit avec un goût que les gens vont pouvoir reconnaître, vont pouvoir identifier. Et pour cela, il va falloir aller goûter tous ces fûts différents, donc des fûts de goût différents, puisqu'un lambic peut être plus acide, peut-être plus amer, peut-être plus insipide, peut-être plus fruité, peut-être plus vineux. Et le rôle le plus important dans la brasserie, c'est d'aller mélanger ces lambics entre eux pour pouvoir commercialiser une bière qui ait un goût, on va dire, linéaire. Voilà. Et cet assemblage de lambics non pétillant quand il vient du fût, que l'on va mettre en bouteille, on va le champagniser dans la bouteille, et ce lambic pétillant et champagnisé dans la bouteille va porter le nom de gueuse. On parle de champagniser, c'est un petit peu comme le vin blanc. Le vin blanc est un assemblage de raisins non pétillant. On fait pétiller cet assemblage de raisins et on le transforme en champagne. C'est exactement la même voie que va suivre le lambic, mais dans le monde de la bière. Les fruits, les raisins, ils interviennent à quel moment ? Ils interviennent bien après, puisque quand on assemble nos fruits sur du lambic, on travaille avec des bières qui ont en moyenne au minimum 18 mois. Donc, il faut d'abord que ces bières vieillissent en fût et lorsque les fruits arrivent ici, lorsque les fruits sont mûrs, là pour l'instant tous nos tanks sont vides, mais d'ici 2-3 jours, on devrait commencer à recevoir les premiers raisins, les viogniers qui viennent du Minervois. Et donc, on va remplir tous nos tanks avec ces raisins, ces viogniers. Le merlot arrivera un petit peu après. On va recevoir du grenache blanc, du grenache noir. Donc, le mois de septembre et octobre est vraiment dédié aux vendanges, aux raisins. On va travailler avec des bières qui ont été brassées la saison passée, 20-21. La saison d'avant, 19-20, et même un tout petit peu de lambic de 3 ans de la saison 18-19. Depuis une vingtaine d'années, la brasserie Cantillon utilise des matières premières qui sont bio. Tu nous as aussi parlé de houblon suranné. Alors c'est quoi le houblon suranné ? Alors c'est un houblon, la particularité du lambic est d'être une bière acide, et donc on ne travaille pas du houblon frais. Le houblon frais va apporter de l'amertume à la bière. On ne recherche pas cette amertume. Par contre, le houblon, la fleur de houblon contient deux composants très très importants pour la fabrication du lambic, que sont la lupuline, qui est un conservateur tout à fait naturel, et le houblon joue aussi un rôle bactériostatique. Donc cette lupuline va être très importante puisque notre bière peut se conserver pendant plusieurs dizaines d'années. Pas uniquement grâce à cette lupuline, bien évidemment, d'autres facteurs entrent en ligne de compte, comme le fait que le pH de la bière soit très bas, le fait que la gueuse soit un produit vivant et donc évolutif. Le rôle bactériostatique est assez important aussi, puisque notre ensemencement est un ensemencement levurien et bactérien. Les bactéries sont indispensables dans la fabrication du lambic, mais par contre, la fermentation doit être principalement levurienne. Il ne faut pas que les bactéries prennent le dessus, et donc le houblon va jouer un rôle très très important là-dessus aussi. Donc on va devoir, assez paradoxalement, sans rechercher d'amertume, on va devoir utiliser beaucoup de houblon. Et donc le houblon suranné est un houblon qu'on va faire vieillir, qu'on va faire sécher, qui en vieillissant et en s'oxydant naturellement à l'air, va perdre son amertume, et nous allons ainsi pouvoir utiliser beaucoup de houblon sans pour ça retrouver trop d'amertume dans la bière. Et évidemment, je ne l'ai pas souligné tout à l'heure, mais tu parlais du froid et du bac refroidissoir. Évidemment, ça inclut qu'on ne brasse pas en plein été. Non, ici, la production ne se passe ici qu'en hiver, tout simplement, parce qu'on a besoin de temps froid pour le refroidissement naturel. Et donc, on commence à brasser ici quand les éléments le permettent. C'est-à-dire, on est très attentif à la météo et on débute grosso modo fin octobre, début novembre, pour terminer fin mars, début avril. Voilà, avec tout le problème inhérent au réchauffement climatique que nous vivons ici depuis une bonne vingtaine d'années déjà. Quand on prend exemple sur le timing qu'avait mon grand-père à disposition, lui commençait à brasser début octobre, mi-octobre, c'est-à-dire grosso modo un mois avant, et il terminait au Sainte-Glace au mois de mai.
c'est-à-dire un bon mois après. C'est-à-dire qu'il avait une possibilité de production de 2 mois supplémentaires par rapport à ce qu'on vivait aujourd'hui. Avec un petit bémol, il faisait parfois tellement froid en janvier qu'il était obligé d'arrêter de brasser. Donc là, c'était le contraire. Et toi, pendant ce laps de production, tu vas réussir à sortir 40-45 brassins? Actuellement, chaque année, on doit annuler des brassins prévus à cause des températures trop douces. L'année passée, l'hiver passé, c'était la première fois depuis bien longtemps. J'ai même dû annuler 2 brassins parce que les températures étaient trop froides. Donc, l'effet inverse. Et je préfère ça largement. Oui, on doit chaque fois annuler des brassins, mais vu qu'on a à notre disposition une 60aine de jours pour brasser, sur la 40aine de brassins, 45 brassins qu'il faut faire par an, on peut se le permettre. Si le réchauffement climatique venait à s'intensifier, ça pourrait effectivement causer des problèmes à terme. En se promenant dans la brasserie, en visitant tout à l'heure, on a longé des murs de bouteilles pleines, bien sûr. On a traversé aussi cette immense salle avec des tonneaux partout dans tous les sens. Finalement, il y a assez peu d'inox, tout se passe dans le bois. On ne travaille que le bois. L'inox est travaillé en partie pour les assemblages et pour les macérations de fruits. Mais donc tout ça intervient après, comme je l'expliquais, après plusieurs années de fermentation en fûts de bois. Tous des fûts de seconde main, très majoritairement des fûts de vin rouge. Et donc, effectivement, le bois ici règne en maître dans la brasserie. Pour ce qui est des murs de bouteilles, on a toujours en permanence ici, en stock, que ce soit dans ce bâtiment-ci ou dans l'autre bâtiment, entre 150 et 200 000 bouteilles, ce qui est gigantesque pour une petite production comme la nôtre qui fait 2400, 2500 hectos. Mais on doit conserver des bouteilles pendant parfois plus d'1 an. Et donc, automatiquement, ça nous fait un stockage assez phénoménal au niveau bouteilles. Pas toutes plus d'1 an. Heureusement, les bières à fruits sortent au bout de quelques semaines de temps. Ce sont des fermentations qui sont souvent plus rapides, surtout en fin de l'été, puisqu'on a encore des températures assez chaudes. Mais certaines bières doivent être conservées 1 à 2 ans en cave. Et toutes ces bouteilles sont destinées aux allocataires, puisque depuis 10 ans, la brasserie Cantillon fonctionne avec un système d'allocation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se procurer la bière Cantillon n'importe où, j'allais dire. Ici, on parle évidemment pour les professionnels, pour les distributeurs. La brasserie est ouverte à monsieur et madame tout le monde pour faire ses achats, avec là aussi des restrictions. Ça dépend du type de bière, mais c'est 3 bouteilles, 6 bouteilles, 18 bouteilles. Mais on est obligé de réduire ça pour essayer de faire plaisir à tout le monde. Et pour ce qui est de nos amis professionnels, que ce soit les distributeurs, que ce soit les bars, là, on est obligé depuis 10 ans de travailler avec des allocations, comme le font les vignerons finalement, tout simplement parce que la production est arrivée au maximum de ce qu'on pouvait produire il y a 10 ans d'ici, et ne pouvant pas produire plus, alors que la demande allait encore grandissante. Il nous a fallu trouver un moyen de limiter ça, et ce moyen de limiter, c'est tout bonnement et simplement de travailler avec ces allocations. Donc tous nos clients, depuis 10 ans, reçoivent les mêmes volumes de bière qu'ils recevaient les années précédentes, pas plus, parfois moins même, quand on a des mauvaises récoltes de fruits et qu'on fait moins de certains types de bières aux fruits. On divise ça au prorata du volume produit, et on essaye de faire plaisir à tout le monde. On ne satisfait réellement personne, puisque tout le monde veut plus aujourd'hui. C'est la seule solution plus ou moins équitable qu'on ait trouvée pour essayer de satisfaire à peu près tout le monde. La notoriété de la brasserie Cantillon aujourd'hui est mondiale. Dans les grands restaurants, on s'arrache les bières Cantillon. C'était inimaginable dans les années 60, à la période creuse de la brasserie. Qu'est-ce qui explique, selon toi, ce regain d'intérêt pour une bière dont la santé n'était pas florissante? Il ne faut pas remonter dans les années 60. Fin 90, début 2000, il n'y a personne qui en voulait non plus. C'est très récent. Il y a 20 ans, on pleurait pour avoir des clients. Mon père utilise cette petite phrase qui résume tout, c'est de mon temps, moi je devais aller défoncer des portes pour vendre une bouteille, et aujourd'hui on vient défoncer la nôtre pour venir en acheter une. C'est la vérité. C'est la vérité.
Les gens ne voulaient pas du lambic traditionnel il y a 20 ans d'ici encore. Qu'est-ce qui a fait que tout ça a changé ? C'est le retour du monde de la bière, ce qu'on appelle en bon français la Craft Revolution, qui a débuté dans les pays anglo-saxons. Donc c'est l'association CAMRA, Campaign for Real Ale en Angleterre, qui est une association très puissante qui dans les années 90 a commencé à se battre pour préserver les quelques brasseries traditionnelles qui subsistaient encore. C'est la fin de la prohibition totale aux États-Unis dans les années 90. Donc quand on a permis aux gens de recommencer à produire de l'alcool à la maison, ce qui a permis aux homebrewers de démarrer, de grandir et de commencer à bâtir leur propre brasserie. Tout ça est arrivé, il y a cette vague anglo-saxonne est arrivée sur le continent, principalement en Scandinavie et assez paradoxalement en Italie. L'Italie a été un des pays précurseurs dans tout ce qui est production de bière, de bonne bière, dans les années 90. Et alors à ça, je crois qu'il faut ajouter le retour vers des produits sains. Les gens, dans les années 90, 2000, ont recommencé à chercher des produits vivants, des produits qui ne contenaient pas trop de pesticides, qui étaient faits de façon naturelle. Et le lambic et la brasserie Cantillon sont vraiment sur ce chemin-là depuis une bonne vingtaine d'années. Et alors l'autre chose aussi qui a joué un rôle, je pense, c'est l'information. C'est une bière, le lambic traditionnel est une bière qui demande énormément d'informations. La personne qui goûte une bière de Cantillon pour la première fois sans savoir ce qu'il boit va être surprise. C'est immanquable. C'est une bière qui est une bière de niche. C'est une bière qui est beaucoup trop à part du monde de la bière classique. Et quand on goûte un tel produit pour la première fois, on ne peut pas ne pas être surpris. On va aimer ou on ne va pas aimer, mais on va être surpris. Ça, c'est une certitude. La personne qui sera surprise de la façon positive, c'est très bien. Celle qui sera surprise de la façon négative et qui va dire « cette bière n'est pas bonne, je n'aime pas », si elle ne reçoit pas des bonnes informations, elle va rester sur cet état d'esprit. Par contre, si on lui donne les informations pour lui dire « attention, les gueuses, les criques ou les framboises que tu avais l'habitude de boire sont fabriquées de façon industrielle, c'est sucré, c'est fabriqué en quelques semaines de temps, et tu ne peux pas comparer ce type de bière avec ce que tu viens de boire ici ». Qu'on met 2 ou 3 ans à réaliser, qui n'est pas sucré. Et ces informations, aujourd'hui, la personne peut aller les chercher sur le net. C'est facile, c'est à la portée de tout le monde. Et donc, je crois que là aussi, le net a dû jouer un rôle sur la nouvelle notoriété du lambic. Les 5 dernières minutes avec la dégustation. Jean, on se retrouve au bar de la brasserie. Et pour commencer cette dégustation, évidemment, un lambic. Toute bonne dégustation chez Cantillon, quand on va avoir une idée du panel de bière, commence par un lambic. C'est la bière de base, c'est la bière mère, c'est à partir de cette bière-là qu'on va fabriquer tout le reste de notre production. Et donc, effectivement, on débute avec un lambic. Ici, on est sur un lambic très jeune, puisque c'est le premier fût, en fait, des lambics brassés la saison passée qu'on a mis en Perse. Donc là, on est sur une bière qui a 6-7 mois, qui a donc été brassée durant l'hiver 2021. Mais un lambic peut être une bière de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, et au plus évidemment la macération, la maturation en fût est longue, au plus la bière va être différente. Donc même en parlant de lambic, on peut avoir une foison de lambics différentes, de par l'âge, de par le type de bière. Le lambic qu'on sert ici à nos visiteurs et qu'on sert aux clients à la brasserie est un lambic, on va dire un petit peu passe-partout, c'est un lambic qui n'a pas trop de caractère, parce que la plupart des gens qui viennent nous voir ici n'ont jamais bu de lambic de leur vie, et donc c'est peut-être pas la meilleure idée, la meilleure façon de faire que de leur servir une bière qui ait trop de caractère, mais on choisit tout de même des bières qui soient assez représentatives de ce qu'est le lambic traditionnel tel qu'on le fabrique ici. Alors, la bière, elle est très jeune, hein. Donc on a un côté encore légèrement levuré, on a encore un côté même légèrement mou dans la bière, puisque comme je l'expliquais, on est sur une bière ici qui a 6-7 mois. En bouche, on a un côté légèrement amer, chose qui normalement ne doit pas se retrouver dans le lambic, mais l'amertume, on travaille avec du houblon suranné, donc des houblons qui ne sont pas amers, mais qui apportent tout de même une légère amertume. Comme on a une bière très jeune ici, on peut retrouver une très 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 légère amertume. La bière n'est pas encore très acide,
L'acidité doit encore se former, va arriver avec le temps dans ces bières. Par contre, on a un côté assez fruité. On part un petit peu sur un côté cidre, un petit côté pomme, chose qui est assez courante là encore pour une jeune bière. Je dirais qu'ici, pour un lambic de cet âge-là, on est sur un grand classique. Et évidemment, pas du tout de pétillance. Pas du tout de pétillance. Le lambic est une bière non pétillante. Elle vient directement du fût en bois. Et comme n'importe quel liquide provenant d'un fût en bois, il n'y a pas de pétillant. Le peu de dégagement de gaz carbonique qu'on a dans le tonneau peut s'éventer à travers le bois. Et le lambic est une bière qui est toujours plate. Deuxième dégustation, Jean, on poursuit logiquement sur une gueuse. La gueuse, on le rappelle, c'est un assemblage de lambic. Alors c'est la bière la plus emblématique d'une brasserie de lambic puisque tous les lambics peuvent être différents. Par contre, pour un brasseur de lambic, la gueuse est un petit peu le maître étalon de la brasserie, puisque si une gueuse est bien faite, elle doit représenter le goût moyen de tous les lambics qui sont présents dans la brasserie, puisqu'on va assembler des lambics de goûts différents et des lambics d'âge différents. De goûts différents, justement, pour essayer d'avoir cette base qui reviendra lors de chaque assemblage, pour chaque produit, pour chaque gueuse, et d'âge différents, puisqu'on va devoir travailler avec des jeunes bières qui vont apporter un potentiel fermenté cible pour la seconde fermentation en bouteille, et les vieilles bières qui vont apporter plus de délicatesse et plus de caractère à cet assemblage. Dans la bouteille va se produire exactement la même chose que ce qui se passe dans les tonneaux, donc production de gaz carbonique, mais la bouteille étant tout à fait hermétique. Ce lambic qui était donc non pétillant va commencer à pétiller, va commencer à mousser, et ce lambic pétillant va porter le nom de gueuse. Et la gueuse qui existe depuis mi-19e, fin 19e approximativement, est devenue vraiment un petit peu le porte-drapeau des brasseries de lambic. C'est une bière assez extraordinaire, c'est une bière qui peut vieillir excessivement longtemps, qui va peut-être pas spécialement se bonifier, mais dont le goût va évoluer un peu comme un vin. Et c'est une bière qui est différente du lambic qu'on l'a. On a ici au nez quelque chose de plus puissant. On goûte. Rien qu'au nez, on a un petit peu le côté plus acide. On a un côté un peu plus épicé. On va retrouver dans la bière, en théorie, toute cette palette de goût qu'on a dans nos bières de base, qu'on a dans les lambics chez Cantillon. Voilà. Ici, on a quelque chose déjà de beaucoup plus sec comparé au lambic qu'on a goûté. On est sur une bière qui a 8 mois de bouteille, je crois. Et donc, il y a 8 mois, on a assemblé des lambics de 1 an, de 2 ans et de 3 ans. Le peu de sucre que contenait encore ces bières a été transformé. Donc, on a quelque chose de beaucoup plus sec. On a une acidité qui est très rafraîchissante. On reste quand même sur des notes de fruits. On part un petit peu, on était sur la pomme. Ici, je trouve qu'on part un petit peu plus sur des fruits, des fruits blancs. Il y a un côté un petit peu pêche acide comme ça. Et ça reste des bières qui sont tout à fait hors normes comparées à une bière classique. On est un petit peu ici sur l'acidité qu'on peut avoir sur des champagnes, des bruts zéro, des champagnes sans aucun sucre ajouté. Et on est sur toujours un petit peu ce côté un petit peu vieux cidre parfois aussi. Donc la gueuse est une bière qui se balade comme ça à l'intersection de plusieurs mondes. Troisième dégustation. Alors on reste dans les grands classiques, dans les bières à fruits traditionnelles. On a la framboise, qu'on appelle chez nous le rosé de Gambrinus, et on a la crique, donc la griotte, la cerise acide, qui étaient des fruits qui étaient très courants dans la région bruxelloise il y a une quarantaine d'années encore, qu'on retrouve d'ailleurs encore dans la région, mais beaucoup moins évidemment. La ville a pris de plus en plus de place. Et ici donc on est sur une crique, crique qui est donc le mot flamand pour désigner ces cerises acides, les griottes. Donc on va assembler durant l'été des griottes avec le lambic. Ici on travaille sur 180 à 200 grammes de fruits frais par litre de lambic. Les lambics utilisés sont des bières qui ont 1 an et demi, entre 1 an et 2 ans d'âge approximativement. On ne travaille pas des bières de 3 et sûrement pas des bières de 4 ans d'âge sur la crique. On va laisser les fruits macérer pendant 2-3 mois.
La bière va aller extraire les arômes, les saveurs, la couleur du fruit, sera mise en bouteille. On va de temps en temps, suivant ce qu'on va obtenir comme résultat au niveau de la concentration fruitée, on va rajouter du jeune lambic pour la seconde fermentation en bouteille. Si pas de rajout de jeune lambic, un tout petit peu de sucre pour permettre encore une fois cette seconde fermentation, cette champagnisation en bouteille. On reste au nez, donc on est sur quelque chose de très fruité, on est sur du fruit rouge, clairement. On est sur une bière très sèche toujours, donc les griottes ne sont pas des fruits qui sont très sucrés. Le peu de sucre apporté par les fruits va être transformé par le lambic lors de la fermentation avec les fruits pendant la macération. C'est une bière qui va surtout apporter, un fruit qui va surtout apporter un petit peu plus d'acidité. Donc on a déjà l'acidité naturelle du lambic qui va être additionnée par cette acidité du fruit. Et ça fait de la crique une bière qui est très désaltérante, une bière qui est très rafraîchissante, et c'est pour ça que pendant très très longtemps, la crique a été considérée comme une bière d'été. On buvait la crique en été parce que c'était quelque chose de très rafraîchissant. Et assez paradoxalement, même quand la mode dans les années 60-70, quand la mode est arrivée à ces bières, ces criques sucrées faites à base d'arômes de synthèse, de sirop et sans lambic, mais qui malheureusement portaient toujours le nom de crique lambic, c'était des bières qui étaient quasiment aussi sucrées qu'un soft, mais que les gens continuaient à boire en été, on gardait toujours ce même principe. On en est revenu aujourd'hui de plus en plus, heureusement, aux vrais criques, fabriqués à base de vrais lambics et à base de fruits frais. Et donc, ce sont des bières qui, en bouche, ont ce côté, cette double acidité qui en fait quelque chose d'excessivement rafraîchissant. Ce sont des bières dont le fruité est toujours bien présent, que moi je conseille toujours de boire jeune pour garder ce côté fruité, parce que comme la gueuse, les bières à fruits peuvent se conserver aussi, mais la plupart de nos bières, sauf quelques exceptions, vont perdre de leur fruité avec le temps. Et il y a ce petit côté légèrement boisé, légèrement amande, qu'on retrouve toujours dans la crique Cantillon aussi, qui provient des noyaux de cerises, puisqu'on travaille avec des cerises qui ne sont pas dénoyautées. Le noyau joue un rôle assez important là-dedans. Et voilà, ça en fait une bière hors norme, une bière vraiment à part. Le côté fruité, puisqu'on parle toujours du lambic comme étant le chaînon manquant entre le monde du vin et le monde de la bière, le côté fruité nous rapproche d'ailleurs de plus en plus de ce monde du vin, dont on va encore, je crois, se rapprocher lors des dégustations suivantes. 4e dégustation, Jean, la foufoune. Alors oui, ce petit nom assez particulier qui vient du producteur, puisque c'est une bière qui a été faite dans les années 90 sous l'impulsion de nos amis viticulteurs François Ribaud et René Gendard. Qui voulaient faire une bière locale, mais sans le faire avec leur raisin. Donc ils ont choisi de faire des essais avec l'autre fruit emblématique de la Côte-du-Rhône, qui est l'abricot. Et ça a donné des excellents résultats. Et ces abricots viennent de chez leur voisin et ami François de Rona, surnommé Foufoune. Et donc, ils ont eu l'excellente idée d'appeler cette bière comme ça, qui nous a quand même apporté quelques petits problèmes, mais qu'on a toujours conservé. Et donc, les abricots nous viennent de Tain-l'Hermitage. C'est la variété Bergeron. C'est une superbe variété d'abricots, c'est très fruité, il y a une belle petite acidité bien tendue là-dedans. C'est vraiment un très très beau fruit. Qu'on fait donc maintenant depuis une bonne vingtaine d'années ici. Les fruits nous arrivent fin juin, début juillet maintenant. On reçoit les fruits de plus en plus tôt. Avant, ils arrivaient plutôt vers la mi-juillet. Et macération assez courte, ce sont des fruits qui libèrent très rapidement tous leurs arômes, toutes leurs saveurs. On a des macérations de 4 ou 5 semaines sur ce type de fruits. Et donc là, on est sur la bière qu'on a mis en bouteille il y a même pas 2 semaines. Donc on est sur quelque chose de très frais. Au nez, on a bien le côté abricot, le côté un peu confiture, un peu fruit confit. Et en bouche, on a une belle fraîcheur, encore une fois, toujours ce côté acidulé, puisque l'abricot est un fruit mi-acide. Donc, on n'est pas sur une acidité
aussi marqué que sur la crique. On a une certaine rondeur, on a un petit peu de moelleux dans la bière, mais on a le côté fruité, on part sur le côté abricot, on part sur le côté un petit peu fruit blanc en règle générale, et on a cette fraîcheur qui vient tendre tout ça, et ça fait de la foufoune une bière qui est très très agréable. Là aussi une bière d'été, on va la sortir d'ailleurs très très prochainement ici, puisque manifestement le soleil revient dans la région, que les gens puissent encore un peu en profiter. 5e dégustation. Alors, 5e dégustation, on quitte un petit peu les chemins classiques qu'on avait parcourus depuis le début. On était déjà un tout petit peu sorti avec l'abricot, qui n'est bien évidemment pas un fruit local. Et on passe dans ce monde que j'affectionne beaucoup, le monde du vin, le monde des raisins. On a produit ou reproduit, parce que c'est une bière assez traditionnelle dans une toute petite région située au sud-est de Bruxelles, le lambic au raisin. Mon père a recommencé à produire ces lambics au raisin à la fin des années 70, avant de produire dans les années 80 la cuvée des 9 Nations, qui était un lambic additionné de muscat. Et puis on a continué à travailler avec des raisins. On a fait les premiers essais avec des raisins de vigne début des années 90, avec des raisins Merlot et Cabernet Franc en provenance du Château Bel Air, premier grand cru classé de Saint-Émilion, puisque mon père avait fait la connaissance de Pascal Delbecq, qui était le régisseur du château à l'époque. Et donc on a commencé à travailler avec des raisins de vigne jusqu'à ce que je découvre et je me passionne pour les vins nature et pour les viticulteurs qui font toujours du vin nature. On fait des choses tout à fait différentes. Ils font du vin, je fais de la bière, mais on parle exactement le même langage. On a la même passion. Et donc on a commencé à travailler avec des raisins en provenance de chez ces gens-là, de domaines assez extraordinaires. Et ici on est sur du menu pinot qui vient de Loire, de chez Olivier Lemasson, qui nous a malheureusement quittés cette année-ci. Donc on faisait avec Olivier du menu pinot ou du pinot d'Onis. Ici on est donc sur ce cépage blanc de Loire. On a un côté vineux et de bière. On est tout de même ici sur une bière qui a été embouteillée fin 2018, donc qui va quand même sur ces 3 ans. Donc là, on est sur la récolte de raisins 2018. Et on a ce côté très vineux en bouche. Les bulles nous rappellent quand même bien que c'est de la bière, mais on ferait une dégustation à l'aveugle avec une telle bière comme ça. Je crois qu'il y a quand même peu de gens qui seraient capables de reconnaître de la bière si le produit n'était pas pétillant. Parce qu'on a le côté vineux, on a le côté rond, on a moins d'acidité que sur les 2 bières à fruits précédentes qu'on a bu, la crique et l'abricot. Et on a ce côté pêche, ce côté fruit blanc qui est bien présent. Et voilà, ça c'est une bière. On parlait des bières à fruits que normalement je conseille de boire assez rapidement. Ici par contre, on est sur une bière, le menu pinot, qui pour moi doit être justement conservé 2 à 3 ans avant d'atteindre la plénitude de ce qu'elle peut vraiment donner aux consommateurs. Voilà. Et j'espère sincèrement, en mémoire d'Olivier, que c'est une bière qu'on pourra continuer à produire dans les années qui viennent. La Drogon Lambic, Jean, ce sera notre dernière dégustation. On reste toujours dans le monde du vin. On était sur de la vendange fraîche avec le menu pinot. On est ici sur du mar, ce que nos amis italiens appellent de la vinacce. Donc c'est un mar, un vin de macération pelliculaire. Ce sont en fait des raisins qui viennent de Campanie, donc le sud de l'Italie, de chez mes amis Cantina Giardino, Antonio et Daniela, qui ont un superbe domaine en Campanie, à 1 heure de route de Naples. Ce sont des gens qui sont passionnés de terroir, puisqu'ils ne travaillent qu'avec des cépages locaux. Tous leurs fûts sont en bois local, ils n'ont pas de fûts de chêne, c'est du mûrier, c'est du châtaignier, du cerisier, et ils ont même une petite production de vin vieilli en amphore. L'amphore a été fabriquée avec l'argile de leur domaine. Donc
plus de terroir que ça, c'est assez difficile. Donc on s'est rencontrés, j'ai appris que ces gens étaient passionnés par Cantillon. On a essayé de faire quelque chose ensemble. Et au lieu de travailler de la vendange fraîche, on a donc travaillé du marc. Donc eux travaillent avec des macérations pelliculaires très longues, de plusieurs mois à presque 1 an parfois. Et donc on a récupéré ici pour la Drogonne donc le cépage et ce que le raisin qu'eux utilisent pour faire leur Drogonne. On a appelé la bière Drogonne lambic. Et ce cépage, c'est l'Aglianico. L'Aglianico est un cépage local qui est très puissant, très tannique. Et en travaillant avec les mares, on atténue déjà un petit peu le côté tannique du raisin, on accentue le côté vineux et le côté légèrement alcoolisé, puisqu'en fait les mares qu'il m'envoie ici sont pressés, mais pas trop. Donc les raisins restent encore un petit peu humides de vin. Et donc, à la place d'utiliser des fruits frais, on assemble ce type de marc sur le lambic et ça donne donc naissance à cette bière qui n'est pas aussi colorée que peut l'être une Cantillon quand on travaille avec des vendanges fraîches, des raisins rouges de vendanges fraîches, mais qui a tout de même une très belle couleur qui part un petit peu vers le côté qu'on a sur nos framboises, qu'on a sur notre rosé du Gambrinus. On a un nez vineux avec un côté tout de même un peu tannique. On sent directement la sécheresse qu'on n'avait pas dans la vendange fraîche précédente, tout simplement parce qu'ici, tous les sucres ont déjà été transformés pour fabriquer l'alcool du vin. Et donc, on est sur quelque chose de plus sec. On se rapproche un petit peu d'un nez qui est plus proche de la crique qu'on avait au départ de la dégustation. Et en bouche, la bière étant un tout petit peu trop fraîche d'ailleurs, nos frigos sont à 14 degrés, mais certaines bières vont se satisfaire du 14 degrés. Moi je dis toujours, quand on travaille avec des lambics additionnés de raisins rouges ou de marc de vin rouge, 18-20 degrés, ça fait vraiment pas peur à la bière. Donc ici, on devrait même un tout petit peu la réchauffer en main, mais on a quelque chose d'excessivement fruité, on a quelque chose de très vineux. Et encore une fois, comme le menu Pinot, ça, en dégustation à l'aveugle, ça passe sans aucun problème comme étant du vin. Si ce n'est que ici, il y a une très belle association, et c'est comme ça depuis le début, entre la bière et le marc. C'est très récent, on travaille du marc depuis seulement 3 ou 4 ans chez Cantillon, mais très régulièrement, ça donne des excellents résultats et le lambic est présent et il est directement présent et il ne va pas bousculer le raisin ne va pas bousculer le lambic dans l'autre sens. Donc on a quelque chose de très homogène, on a une très belle bière qui encore une fois nous rapproche très très fort du monde du vin et du monde du vin nature. Et on a une bouche qui évolue, qui part un peu vers un côté fruit noir. Donc là, j'ai gardé un petit peu mon verre en main, hein, un peu comme un vin. Aussi, la température fait que le côté aromatique, le côté gustatif peut évoluer très très vite. Et c'est ça qui est assez extraordinaire dans ce type d'assemblage lambic et vin. Le prochain anniversaire pour Cantillon arrive bientôt, puisque en 2025, la brasserie aura 125 ans et déjà la bière anniversaire est en préparation. Elle est en préparation depuis bien longtemps. Notre phrase fétiche, c'est le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Donc quand on prévoit quelque chose, il faut le prévoir très longtemps à l'avance dans une brasserie de lambic. Et donc en décembre 2017, il y a presque 4 ans de là maintenant, j'ai brassé une bière vraiment un lambic à l'ancienne, puisqu'il faut savoir que fin 18e, début 19e, on utilisait beaucoup plus de froment dans le lambic. On a fait un brassin avec 50% de froment cru et 50% de malt. Je crois qu'au niveau de la législation belge, je crois qu'on ne peut même pas appeler ça bière. Il faudrait que je vérifie exactement. Et l'idée est de mettre cette bière en bouteille si les résultats sont bons. Donc elle est toujours en fût actuellement. Donc après quasiment 4 ans de fermentation en tonneau. De mettre cette bière en bouteille et de lui laisser encore quelques années en bouteille pour qu'elle soit prête pour l'anniversaire qui aura lieu dans 4 ans d'ici maintenant. Voilà. Mais donc, ça c'est une des possibilités, il y en a d'autres et on va voir si ça ne fonctionne pas. Mais voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur d'essayer de reproduire un lambic vraiment
à l'ancienne, à la très ancienne. Et le lambic est clairement différent. On est sur une bière qui est plus fromentacée, qui est plus vers un côté céréal qu'un lambic classique. Rendez-vous dans 4 ans pour la goûter. Rendez-vous dans 4 ans. Merci à Jean Van Roy et à toute l'équipe de la brasserie Cantillon pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Rendez-vous sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram pour découvrir en images la brasserie Cantillon. Pensez à partager cet épisode autour de vous. Merci de laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et n'oubliez pas de soutenir le podcast sur tipeee.com/podcapsuleur. Enfin, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.